Bonjour à toutes et tous, bienvenue à notre webinaire. Nous vous remercions de patienter quelques petites minutes le temps que l'ensemble des participants puissent se connecter. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour ce webinaire organisé par le pôle SCS. L'équipe Innovation vous remercie de votre participation à cette réunion d'information projet. Nous sommes ensemble jusque midi. Avant de démarrer, un rapide rappel des bonnes pratiques pour la bonne tenue de cet événement. Alors, nous avons une slide des prochains rendez-vous et publications. Donc, les slides vous seront envoyés par mail. Vous pourrez cliquer sur les vignettes pour avoir les détails. Juste pour info, le prochain événement physique du pôle SCS aura lieu le 6 avril. Donc, il s'agit du PME Tour DGA. 6 avril sur Aix-en-Provence. Si vous souhaitez vous inscrire et connaître les modalités d'inscription, n'hésitez pas à envoyer un mail. Vous aurez tous les détails en cliquant sur la vignette. Concernant le webinaire, donc celui-ci est enregistré. Le replay sera accessible sur notre site web et les slides vous seront transmises à l'issue du webinaire. Pour poser vos questions, nous vous invitons à utiliser le module questions qui se trouve sur le tableau de bord à votre écran. Donc, ces questions seront traitées à la fin de chaque intervention. À la fin du webinaire également, sera projetée une enquête de satisfaction à votre écran. On vous remercie par avance d'y consacrer une petite minute. Durant ces 2 heures, nous accueillerons donc Gérard Martinez, directeur innovation, qui nous présentera un panorama des appels à projets nationaux et régionaux. Nous accueillerons également Henri Lefebvre, directeur financier de Nawa Technologies et membre du pôle SCS, qui témoignera de son accompagnement dans le cadre de l'appel à projet Première Usine. Il sera accompagné de Florent Vaucher, consultant en financement d'innovation du cabinet DEC Consultant. Et enfin, Marielle Campanella, responsable projet européen SCS, qui vous présentera les différents dispositifs de financement des projets européens. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Gérard Martinez et vous souhaite un très bon webinaire. Merci Nadia. Bonjour à tous. Donc, l'objectif de ces webinaires que nous effectuons à peu près tous les trimestres, c'est de vous donner donc un panorama de ce qu'on va appeler le financement public de l'innovation. La notion de financement public de l'innovation, c'est sur plusieurs aspects. Donc aujourd'hui, on va focaliser bien entendu sur les appels à projets nationaux et régionaux, et puis bien entendu toute la partie européenne. Ce qu'il faut savoir, c'est que les sources de financement public pour l'innovation, c'est à la fois des appels à projets qui se matérialisent après lorsque vous êtes sélectionné en termes de subventions ou d'avances récupérables. Mais bien entendu, il y a toute une partie de financement au travers de prêts ou de financement capital ou d'incitation fiscale comme le CIR. Donc, ce sont des aspects que nous abordons de manière récurrente, donc pas nécessairement sur cette présentation, mais on se tient toujours à disposition pour vous donner des informations sur ces éléments complémentaires. Donc, lorsqu'on parle de financement public à l'innovation et à la R&D,
il y a un ensemble de définitions qui sont nécessaires. Tout d'abord, le pourquoi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe une règle qu'on appelle la règle de minimis, qui fait qu'on ne peut pas avoir plus de 200 000 euros, par exemple, d'aide publique pour une même entreprise sur une période de 3 exercices fiscaux consécutifs. Donc là, on parle vraiment d'aide au sens large et pas nécessairement de financement de R&D. Toutefois, donc, dans cette réglementation, il y a un régime qui s'appelle le régime RDI, qui est un régime de soutien dans le processus de R&D et d'industrialisation maintenant des entreprises. Bien entendu, dans une vision d'innovation, et ceci suivant des conditions précises et via des dispositifs qui sont principalement ce que l'on va voir aujourd'hui, ce que l'on appelle les appels à projets, qui sont soit de l'initiative de l'État, soit de l'initiative de l'État et de la région en France, ou soit de l'initiative de l'Europe, ce que vous verrez à la fin de ce webinaire. Ce qu'il faut ensuite, là je vous fais donc une introduction avec un certain nombre de généralités, mais il me semble important de les intégrer pour avoir une bonne compréhension lorsqu'il y a des messages ou des press releases sur les financements et les montants surtout qui sont parfois, je dirais, mal perçus ou mal compris. Donc initialement, il y avait ce qu'on appelle les programmes d'investissement d'avenir, donc le PIA 4. Alors ça s'est décliné en PIA 1, 2, 3 et maintenant 4, et qui est donc un financement d'innovation, ce qu'on appelle dirigé. Donc vous avez un budget qui est conséquent, hein, qui est à peu près de 12,5 milliards d'euros sur 5 ans, et qui a démarré depuis janvier 2021. Alors, cette innovation dirigée, c'est une innovation qui est principalement liée à des secteurs stratégiques identifiés. Donc, vous l'entendez tous les jours, la décarbonation, le nucléaire maintenant, mais bien entendu, en ce qui nous concerne, toute la partie, on va dire, électronique, la partie cloud, intelligence artificielle, et j'en passe. Il y a à peu près une vingtaine de stratégies identifiées. Elles sont décrites juste après dans la slide d'après, et elles sont disponibles pour bien comprendre sur quoi l'État ou les régions veulent investir et vous aider donc dans votre développement. Donc ces 12,5 milliards, c'est bien ce qu'on appelle l'innovation dirigée. Et puis après, il y a une innovation structurelle. C'est plutôt l'innovation historique. C'est une innovation qui a été depuis le lancement du PIA 1 et qui a un soutien de la R&D sans nécessairement avoir identifié un secteur stratégique. Mais par contre, c'est pour le financement d'un écosystème qui couvre aussi l'enseignement supérieur, la recherche et bien entendu tous les travaux que vous effectuez vous au sein de vos entreprises. Et donc, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui encore le PIA, même si de manière générale, tout a tendance à être finalement agrégé sous la notion de France 2030. Et une des nouveautés de ces financements hein, que l'on a maintenant nous, autour de France 2030, c'est la notion d'industrialisation et de soutien des filières. Donc une filière, c'est ce qui nous concerne par exemple la filière électronique, mais ça peut être aussi une filière agro par exemple, et ainsi de suite. Donc il y a un certain nombre de stratégies filières au niveau du gouvernement où il y a un focus très fort. Et bien entendu, là, c'est le résultat un petit peu du plan de relance que l'on a connu pendant la période donc, de crise sanitaire. Et donc, on est dans cette continuité. Et donc, le budget a été abondé de 32 milliards d'euros sur 5 ans et lui aussi a démarré en octobre 2021. L'objectif est très simple, c'est vraiment d'aider et d'inciter à l'innovation pour garder une compétitivité sur des technologies bien précises. Donc voilà, ce qui est important, c'est de comprendre ces trois blocs de financement, innovation dirigée, innovation structurelle et le volet industrialisation et soutien de filière. Donc on a tenu sur ce webinaire, on a tenu aussi d'avoir donc un témoignage donc d'un projet en cours hein, qui est pas, enfin vous le verrez, hein, qui est pratiquement finalisé.
mais qui s'inscrit dans cette dynamique d'industrialisation et de soutien aux filières. Donc, je vous ai parlé de stratégie nationale d'accélération en ce qui concerne donc l'innovation dirigée. Donc voilà, vous avez un certain nombre de stratégies, hein, tout ce qui est autour de la cybersécurité, les technologies quantiques, l'intelligence artificielle, mais il y en a bien d'autres, la santé numérique, la partie cloud. Donc vous voyez qu'en ce qui concerne notre écosystème, qui est un écosystème numérique, autour de 4 technologies qui sont l'IA, la microélectronique et l'électronique, l'IoT, et puis toute la partie cyber et sécurité numérique, on se retrouve au travers de ces stratégies d'accélération. Donc, on a par exemple la 5G, hein, on en parlera tout à l'heure, et les technologies futures de télécommunications. Donc, ce qui veut dire qu'au niveau du pôle SCS, une de nos missions est bien entendu de vous orienter et de vous indiquer la présence d'un appel à projet, soit sur une stratégie d'accélération, mais pas que. Quand on est sur la partie santé numérique, il y a bien entendu tout ce qui est au travers de la santé, mais au niveau de la e-santé, nous avons un certain nombre d'acteurs de notre écosystème qui sont présents au travers de technologies numériques. Bon, on ne va pas les détailler, hein, mais beaucoup de nos adhérents sont sur les appels à santé de type santé numérique. Mais on peut aussi se trouver au travers du verdissement du numérique ou de la décarbonation de l'industrie, dès l'instant où le numérique apporte une contribution forte et voire indirecte à cette stratégie. Donc, toutes ces stratégies, vous pouvez, elles sont, c'est assez dynamique, c'est-à-dire qu'elles s'enrichissent d'une première version, et puis ensuite elles s'enrichissent au fur et à mesure. Et il y en a plusieurs qui apparaissent. Je ne sais pas si là je ne vois pas la partie nucléaire. Donc le nucléaire est devenu une stratégie nationale d'accélération avec des budgets identifiés et des appels à projets dédiés. Donc vous pouvez y avoir accès sur ce lien qui est le lien du portail gouvernement. Donc une fois que l'on a identifié ou que l'on voit sur quel appel à projet on est capable de s'orienter, bien entendu, l'objectif, ce n'est pas de répondre à un appel à projet. L'objectif, c'est que cet appel à projet soit un élément incitateur dans votre stratégie d'innovation. Donc là, votre stratégie d'innovation, c'est soit une stratégie d'entreprise lorsque vous êtes dans un démarrage ou lorsque vous êtes monoproduit ou monoservice, mais ça peut être aussi une stratégie par rapport à un portfolio beaucoup plus large de produits, de services. Et donc là-dessus, il est important de bien identifier le pourquoi de votre projet. Donc le pourquoi de votre projet, bien entendu, c'est soit un business plan parce que c'est une entreprise en création, créée et qui est focalisée sur un produit et un service, mais soit si vous êtes dans une dynamique beaucoup plus large, vous avez votre nouveau produit ou votre nouveau service qui répond à des attentes du marché, qui va couvrir un caractère d'innovation. Là-dessus, c'est toujours une longue discussion, hein, mais vous verrez sur les slides qui suivent que la notion d'innovation n'est pas une innovation de rupture technologique, comme on laisse sous-entendre parfois, mais c'est beaucoup plus large. Par contre, on a identifié des verrous qui sont des verrous de type accès au marché, des verrous technologiques ou des verrous réglementaires, par exemple. Et bien entendu, lorsque vous bâtissez ce projet, il y a tout un travail cohérent par rapport à la feuille de route de votre entreprise. Donc là-dessus, il faut que ça s'inscrive comme une continuité ou de votre vision d'entreprise ou un incrément de votre portfolio. Bien entendu, un projet, c'est un projet qui se décrit avec une viabilité financière et on verra les exigences et les critères qui sont demandés lorsque vous déposez un projet. Et là-dessus, vous avez bien entendu une vision de création de valeur, c'est-à-dire qu'il y a un impact économique, soit en termes de chiffre d'affaires,
de création d'emplois et aussi d'enrichissement d'une filière. Et bien entendu, dès l'instant où vous êtes sur une innovation dirigée, bien vérifier que ça s'adresse à une stratégie d'accélération et ne pas se tromper de guichet, comme on dit, ou de véhicule financier par rapport à ces stratégies nationales d'accélération. Comme on présente ce webinaire, hein, la labellisation par un pôle est toujours un plus. Depuis un certain temps, la labellisation n'est plus une obligation. Toutefois, ça revêt un caractère qualitatif et puis quantitatif aussi, puisque quand vous êtes labellisé, la plupart du temps, si vous avez des taux de subvention par rapport à un projet, vous avez un bonus si votre projet est labellisé. Un bonus qui se caractérise sur un pourcentage d'aide publique supérieur à ce que vous pouvez obtenir si vous n'êtes pas labellisé. Ce qui est très important lorsque vous caractérisez votre projet, c'est aussi de bien s'identifier sur ce qu'on appelle une chaîne d'innovation ou TRL dans la terminologie européenne. Donc la chaîne d'innovation, elle est assez bien connue, mais c'est toujours bon de se rappeler à quel niveau se situe le début de votre projet et à quel niveau vous voulez arriver en fin de projet. Pourquoi? Déjà parce que ça clarifie très bien la manière dont vous allez articuler votre projet. Et puis ensuite, parce que sur certains appels à projets, on demande de se situer à un certain niveau de TRL à la fin de votre projet. Donc, vous avez des projets qui sont sur des TRL hauts. Par exemple, vous avez déjà un prototype de votre projet ou de votre produit et vous voulez, à l'issue de votre projet, arriver sur un TRL 8, voire 9, ce qui signifie que vous êtes en phase d'industrialisation, voire de commercialisation. Mais vous pouvez être aussi sur des appels à projets beaucoup plus bas. Vous êtes sur le concept et vous voulez être sur un prototype ou validation de ce qu'on appelle un POC, par exemple, sur des maquettes en laboratoire. Et ça s'adresse à une autre typologie de projet. Donc, il faut bien savoir se situer. Est-ce que vous êtes dans la recherche en faisabilité ou est-ce que vous êtes sur de l'industrialisation ou la commercialisation? Je vous ai parlé d'innovation. Très souvent, trop souvent, l'innovation a été limitée à une innovation technologique, mais elle n'est pas limitée. Vous avez plusieurs types d'innovation, que ce soit l'innovation de produits, de services ou d'usage, mais aussi de procédés. Si on parle d'innovation en termes d'industrialisation, par exemple, on va être parfois sur le procédé, le processus industriel ou son organisation, sa chaîne de valeur, sa supply chain, avec des disruptions, par exemple. Donc, ça peut être, bien entendu, vous voyez, toute une série ou une typologie d'innovation. Ça peut être non exclusif. Vous pouvez avoir une innovation technologique qui ensuite va se décliner sur une innovation de service, mais vous pouvez être tout simplement sur une innovation de service avec une réarticulation d'un ensemble de réglementations, par exemple, ou sur l'usage ou sur un aspect purement sociétal. Et puis, vous pouvez être sur deux niveaux d'innovation, une innovation incrémentale, donc vous avez un produit, un portfolio de produits, et vous allez passer à une version N en intégrant de nouvelles technologies. Et alors, à ce moment-là, vous allez être identifié plutôt sur une notion d'innovation incrémentale ou une innovation radicale, et là, ce qu'on appelle en général les innovations de rupture. Donc, vous voyez deux caractères, essayer de bien se situer sur une chaîne d'innovation et ensuite essayer de caractériser votre innovation. Des points importants lorsqu'on fait appel donc à des subventions ou à de l'aide publique de manière générale, il y a un certain nombre de critères d'éligibilité. Tout simplement, si on fournit de l'aide publique de l'État ou de la région, il faut que vos dépenses doivent être locales, avec des employés sous contrat local. Il est hors de question de financer
innovation avec une entité R&D qui serait offshore. Les parties que, lorsque vous faites du financement d'innovation, la plupart du temps, vous êtes familier avec donc, le CIR. Il faut savoir que le CIR est toujours éligible si vous avez une base de votre projet qui coûte 100 et que vous avez une subvention de 50, les 50 qui restent sont toujours éligibles au CIR. Ce qui fait que vous avez potentiellement, si vous avez 50% de financement d'un projet, plus encore 30% d'une partie qui était 30% des 50% restants, vous avez pratiquement presque 70% de financement de votre projet. Bien entendu, vous devez être capable de démontrer que vous avez aussi votre propre autofinancement. Votre propre autofinancement, ça veut dire que vous avez des capacités financières pour développer ce projet. Et il faut savoir que vous n'obtenez jamais plus d'1 euro d'aide par rapport à 1 euro de fonds propres. Si vous avez 500 € de fonds propres, le maximum d'aide publique que vous pouvez recevoir sera limité à 500 000 €. Et bien entendu, sur la plupart des appels à projets, il faut vérifier que les pertes que vous avez enregistrées ne dépassent pas la moitié de vos capitaux propres. Bon, ça, c'est une règle qui est une règle globale et européenne, mais qui peut être limitative lorsque vous avez une problématique de perte qui s'est cumulée au fur et à mesure des années. Donc, ces introductions vous montrent, là, bon, c'est une vision un peu globale, hein. Donc, des appels à projets, il y en a un certain nombre, hein, qui sont bien connus pour certains et puis pour d'autres un peu moins. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils vont couvrir l'ensemble des TRL, hein, donc que ce soit du TRL 1 à la recherche au TRL 9 en industrialisation, et avec des petits budgets, voire des gros budgets. Donc, on va voir juste après, hein. L'objectif de ces appels à projets, c'est d'avoir une couverture assez exhaustive par rapport à cette matrice. Ce qui est important aussi en ce qui vous concerne, alors c'est non exhaustif, hein, c'est de connaître la temporalité des appels à projets. Hein, les appels à projets sont soit par période, avec des relèves, soit sur un court intervalle. Donc ici, on vous a synthétisé les appels à projets sur lesquels le pôle est le plus actif avec ses membres, mais bien entendu, il y en a encore bien d'autres, principalement sur l'innovation dirigée, puisque là, vous avez des appels à projets qui peuvent être très ponctuels. Donc, on verra juste après, mais vous avez par exemple l'appel à projet IDEMO, qui est un appel à projet qui est donc ouvert jusqu'à la fin juin, sur lequel on peut déposer ce que l'on appelle au fil de l'eau, avec des relèves. Donc, les relèves, par exemple, il y en a une au mois de mai. Les relèves, c'est à un moment donné, on fige les dossiers qui ont été déposés et on commence à les instruire, même si pendant certains intervalles, on peut encore en recevoir jusqu'à clôture. Donc, l'appel à projet IDEMO, par exemple, il était ouvert et il se terminera en juin de cette année avec une relève qui s'effectue en mai. Vous avez son équivalent, et vous verrez la distinction juste après dans les fiches descriptives, ce qu'on appelle le IDEMO Région, qui lui est ouvert toute l'année jusqu'en 2025 et qui a des relèves. On peut déposer aussi au fil de l'eau. Il y a des relèves, donc il y en a une par exemple qui est dans un mois, au mois d'avril, et il y a à peu près 2 relèves par an, en octobre et en avril. Donc, si vous n'avez pas, votre projet n'est pas assez mature pour la relève d'avril, eh bien, ça n'empêche que vous en avez un en Q4 de cette année. Vous en avez d'autres qui sont par période. Donc, vous avez aussi actuellement le concours Innov qui va donc se terminer. Donc, c'est le concours Innov vague 11. Il y a à peu près 2 vagues par année. Donc, celui-ci se clôture à la fin avril. Hein, donc, les projets que nous avons accompagnés ont déjà été instruits et labellisés pour la plupart. Et on fera le dépôt en cours, hein, mais le dépôt se clôturera au mois d'avril. Et il y en a, et ce sera, je pense qu'il va être réouvert à partir du mois d'août
pour la vague 12. Après, il y a d'autres typologies de projets, donc on va les décrire juste après, qui sont sur la partie PACA, ce qu'on appelle région. Et là, vous avez des dépôts au fil de l'eau, sans restriction, et des instructions qui se font à peu près tous les mois. Donc des relèves tous les mois. Puis vous avez tout ce qui est innovation dirigée. Donc ça, c'est le soutien sur des stratégies bien identifiées. Donc typiquement, on en a un qui est sur le véhicule de demain et ses composants. Donc qui a une première relève au mois de mars et qui va se clôturer. Donc ça veut dire une dernière relève au mois de mai. Vous en avez une autre sur la partie sur les technologies autour de la 5G et de la 6G, que ce soit en termes de technologie ou en termes d'application. Et vous avez la prochaine relève qui s'effectuera au mois de juillet, et puis une autre au mois de novembre, et qui se clôturera en 2024. Et puis vous avez tout ce qui est sur la partie système énergétique, et là vous avez briques technologiques et démonstrateurs pour les systèmes énergétiques, et vous avez une relève qui s'effectue au mois de mars, une autre qui s'effectuera au mois de novembre, et pour lequel on peut déjà instruire des labellisations et bien entendu des dépôts de dossiers. Et puis donc vous en avez un qui s'inscrit plus dans la partie industrialisation, pour lequel donc nous avons aujourd'hui deux de nos partenaires, un de nos membres qui est la société Nawa Technologies et donc une société de conseil qui a accompagné Nawa Technologies, qui est DNC Consultant, qui va vous faire une petite présentation juste après. Donc vous voyez ce panorama qui est disponible sur notre site web. Il est important de bien l'intégrer afin de savoir à quel moment il est opportun pour vous de commencer le processus avec le pôle SCS en termes de labellisation et de préparation pour le dépôt du dossier. Alors là, je vous ai parlé d'une innovation sur des appels à projets. Bien entendu, dans la notion d'aide publique, il y a tout le portfolio des aides qui est fourni par BPI, BPI France. Et là, on est plutôt sur de l'aide publique, sur des prêts ou des investissements en capital. Donc, on ne va pas le décrire. En général, on a une description avec le BPI et je pense que ce sera l'objet d'un webinaire un petit peu dédié aussi, puisque c'est un portfolio qui est assez riche et qui s'adresse qui va dépendre de la phase de votre projet et de la maturité de votre entreprise. Donc, on ne va pas le faire de manière très détaillée. Ce qui est important, c'est que chaque appel à projet a une fiche descriptive, hein, donc elles sont disponibles sur notre portail. Donc ici, quand vous avez identifié quel est l'appel à projet qui serait le plus adapté, ben vous avez une bonne description assez synthétique. Voilà, hein, donc la date de clôture, ce qu'on appelle le budget du projet. Donc le budget du projet, c'est aussi appelé assiette du projet. Hein, donc vous voyez sur la IDEMO, ce sont des assiettes projets qui dépassent les 4 millions d'euros. Ce sont des projets qui peuvent être soit monopartenaires, donc vous pouvez être tout seul, soit des projets collaboratifs. Donc là-dessus, c'est à vous de bien identifier comment vous voulez articuler votre projet. Soit vous êtes seul, soit vous êtes dans un consortium. Bien comprendre et appréhender le mode de financement si vous êtes sélectionné. Dans le cas de IDEMO, c'est un financement mixte. Donc, vous avez une part de subvention, une part d'avance récupérable qui est sur des critères de succès en général, hein, soit des succès technologiques, soit des succès de commercialisation. Et là, vous avez voilà, une partie de 75% de subvention et 25% d'avance récupérable. Ou si vous êtes en développement expérimental, c'est 60% de subvention et 40%. Donc, vous avez, suivant la typologie de votre entreprise, vous avez le pourcentage qui est décrit. Hein, petite entreprise, moyenne entreprise ou grand groupe et ETI, vous avez pour la recherche 70%, 60% ou 50%. Bien entendu, si vous êtes dans le monde académique, on parle de coûts marginaux en général. Et là, c'est un financement des coûts marginaux. Ce qui est important, c'est aussi de bien appréhender les critères de sélection au-delà de ce que vous allez proposer. Hein. Donc, le caractère innovant, bien entendu, mais aussi les retombées économiques et puis les adéquations avec les priorités de politique publique, surtout actuellement sur la performance environnementale, hein,
Il faut savoir que tous les projets qui aujourd'hui vont être qualifiés de cause à un préjudice sur l'environnement ne seront pas éligibles, bien entendu. Voilà, donc ça c'est le projet IDEMO hein, avec sa fiche descriptive qui est bien entendu disponible. Vous avez l'équivalent qu'on appelle IDEMO Europe, qui est en général un élément complémentaire d'un projet européen. Donc là, le IDEMO Europe, vous ne postulez que lorsque vous avez aussi postulé sur un projet européen bien identifié, ce qu'on appelle par exemple Euro-HPC ou KDT. Et IDEMO Europe est un complément du financement européen que vous pouvez avoir. Donc là-dessus, on dépose en général en parallèle. Vous avez un projet européen, vous le déposez sur le guichet KDT, qui sont les Key Digital Technologies, hein, et puis en même temps, vous le déposez sur le guichet France. Et bien entendu, si vous êtes sélectionné avec la combinaison de ces deux véhicules, européens et français, vous êtes en général à peu près à 80 voire 90% de subventions ou d'aide publique de votre projet. Actuellement, ce qui est important pour notre écosystème régional, ce sont les projets IDEMO régionalisés, qui sont des projets, donc vous voyez, avec des budgets qui peuvent aller de 500 000 € à 4 millions d'euros, s'ils sont intra-région, c'est-à-dire uniquement sur une entreprise qui est située en région ou un consortium situé en région, ou de 1 à 4 millions d'euros si vous êtes en combinaison avec d'autres régions. Et donc là, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez à peu près 2 relèves par an. Donc la prochaine relève est en avril, hein, vous le voyez, le 26 avril. Mais vous avez une autre en octobre. Donc c'est en général un guichet pour tout ce qui est rôle collaboratif. C'est en général le guichet préférentiel pour notre écosystème hein, et pour lequel nous avons bien entendu toute la partie accompagnement. Donc je vais passer assez vite, mais vous avez aussi un appel à projet qui est sur la notion de transformation des filières en PACA. Donc là, c'est plutôt des mutualisations de moyens pour création d'unités industrielles partagées. Donc vraiment une mutualisation de besoins de plusieurs entreprises sur forme de différentes entités, ça peut être des JV ou de création de nouvelles entités, avec la mise en place d'outils collaboratifs, de plateformes industrielles collaboratives, de démonstrateurs collaboratifs. Donc ça, c'est une initiative qui est financée par la région et vous avez un taux d'aide de 50% minimum avec au moins 30% d'autofinancement de ces entités. Vous avez aussi un appel à projet donc, qui est ouvert, comme je vous l'ai dit, tout au long de l'année, qui est le projet d'innovation en PACA, ou parfois connu sous le nom de PIA4 régionalisé, qui se décline en 2 volets et qui est parfaitement adapté aux TPE ou petites entreprises sur des projets qu'on va qualifier petits projets, mais des projets qui peuvent aller de 150 000 € à 300 000 € pour de la faisabilité, avec ou jusqu'à 400 000 €, excusez-moi, avec une subvention maximale qui va être de 200 000 €. OK ? Et puis, si vous êtes sur la notion de développement et d'industrialisation, eh bien là, vous pouvez aller sur des projets qui peuvent aller jusqu'à 1 million d'euros, qui se déclinent plutôt en avance remboursable versus subvention sur la faisabilité. Et là, vous pouvez avoir jusqu'à 500 000 € d'avance remboursable. Ce qui est important, c'est qu'on a un bon taux de succès sur ces appels à projets, hein, qui est quand même de l'ordre de 40 à 45% sur le volet faisabilité, et puis qui est plutôt de 60 à 70% sur le volet développement et pré-industrialisation. Bien entendu, lorsque vous avez une labellisation, vous avez un bonus qualitatif très important par rapport à, puisque de toute façon, vous pouvez vous-même, sans le pôle, bien entendu, déposer votre projet. Le concours IDOV, qui est un concours
national donc qui se clôture au mois d'avril et qui va se réactiver au mois de juillet et août. C'est un concours Innov très, on va dire, très intéressant puisqu'il est sous forme de subvention et puis on peut avoir des projets allant de 1 million d'euros à 5 millions d'euros. Donc en général, il y a beaucoup de demandes au terme de concours Innov. Ça reste un concours qui est assez sélectif quand même. Mais dès l'instant où vous avez postulé à un concours Innov, même si vous n'êtes pas sélectionné, il est fort probable qu'à un moment ou un autre, votre projet puisse être réorienté sur un autre appel à projet, que ce soit sur un IDEMO ou que ce soit sur un PIA régionalisé. Donc, nous vous encourageons fortement à examiner le concours Innov. Aujourd'hui, on ne va pas le décrire, il y a son équivalent qui s'appelle le concours ILAB et qui est dédié pour les sociétés en cours de création ou les sociétés qui ont été créées de moins de 2 ans et qui est aussi un appel à projet qui est extrêmement on peut dire, intéressant pour des sociétés en cours de création ou des sociétés de moins de 2 ans. Nous avons aussi un certain nombre de projets potentiels qui sont sur des guichets de type rapide. Donc le rapide, c'est géré par l'agence l'AID, donc Agence Innovation Défense. Donc c'est principalement la DGA qui gère. Et là, on est sur des projets où on peut être sur des technologies, ce qu'on appelle duales en général. Ça veut dire que ce sont des technologies qui sont à la fois déclinables dans le monde de la défense au sens large, mais aussi dans les applications civiles. Donc, typiquement, une technologie, on va dire, qui nécessite ou qui a des critères forts en technologie utilisée au sein de la DGA, et bien entendu qui a un marché potentiel dans le très classique civil. Donc pas uniquement une technologie orientée DGA. Donc là, il y a un taux d'aide qui est quand même très intéressant, qui peut aller jusqu'à 100% en termes de subvention. Sur ce qu'on appelle l'innovation dirigée. Donc en introduction, je vous ai parlé d'innovation liée à des stratégies du gouvernement. Donc la 5G en est une. Donc là, vous avez un appel à projet qui est très intéressant, qui est à la fois individuel si vous le souhaitez, mais qui peut être aussi collaboratif. Donc on a une relève en juillet de cette année et il y en aura une en novembre avec des projets qui peuvent être, si vous êtes en collaboratif, qui sont supérieurs à 2 millions d'euros, et si vous êtes en individuel, à 1 million d'euros. Donc, on est sur de la R&D, mais pas que. On est aussi sur des développements de solutions globales, ou sur, par exemple, une thématique sur l'impact environnemental, donc l'apport du 5G sur un impact environnemental, d'amélioration à définir, bien entendu. Voilà, donc là, c'est typique de ce qu'on appelle l'innovation dirigée, un appel à projet qui est sur une temporalité, donc 2023. Il sera peut-être réactivé l'an prochain, mais peut-être sur une thématique bien précise qui va être peut-être orientée 6G potentiellement, ou une autre technologie de réseau de télécommunications. Parce que là, on est sur la 5G, mais c'est aussi sur la future technologie et les réseaux de télécommunications. Dans la même lignée, sur l'innovation technologique, vous avez donc tout ce qui est lié aux composants de véhicules routiers. Donc là, en ce qui nous concerne, comme je vous l'ai dit, le numérique, c'est très transverse. Alors les véhicules de demain, on va parler d'un véhicule en tant que tel, mais ce véhicule, il est composé d'énormément d'éléments et de sous-systèmes. Bien entendu, il y a beaucoup de choses autour de l'énergie et des batteries, mais bien entendu autour de l'hydrogène. Et puis, il y a tout ce qui est lié à l'amélioration de la performance environnementale. Voilà. Donc là-dessus, nous avons en général une contribution sur des projets collaboratifs et pas nécessairement individuels, mais
tout est possible, hein, et là-dessus, si vous avez un composant bien particulier, je pense à de l'électronique, dans notre écosystème principalement, ça, c'est tout à fait possible de postuler à cette typologie d'appel à projet. Idem si vous êtes sur des briques technologiques ou des démonstrateurs pour des systèmes énergétiques. Donc là, on en a certains, ben voyez, hein, le photovoltaïque, l'éolien ou les réseaux énergétiques. Et là-dessus, le numérique, très souvent, est considéré comme un élément un petit peu consommateur, mais pas que. Aujourd'hui, c'est l'optimisation, tout ce qui est lié à l'optimisation en termes de photovoltaïque ou d'éolien. Le numérique a une part très importante. Et donc là, tout notre écosystème, que ce soit au travers de la partie IoT, que ce soit au travers de la partie micro ou électronique, a sa part et sa contribution. Et j'introduirai aussi tout ce qui est lié à la partie cyber ou sécurité numérique, puisque de toute façon, on va parler de systèmes connectés la plupart du temps. Et le gros avantage, c'est qu'on peut être sur des projets individuels ou collaboratifs. Voilà, je suis dans le timing. Donc, nous allons juste après avoir une étude de cas, hein, donc sur ce qu'on appelle première usine. Donc là, on est sur la partie industrialisation, hein, donc, et ça s'inscrit dans une stratégie maintenant qui peut bénéficier d'aide publique. Et donc, il y a ce qu'on appelle première usine, hein, donc c'est l'implantation de sites pilotes ou de production industrielle. C'est principalement orienté pour des PME, mais pas que, hein, PME voire ETI, mais de manière, on va dire, directe, hein, aujourd'hui, c'est plutôt de la PME et c'est pour la mise en place d'une unité de production industrielle. Ça peut être une ligne pilote ou une ligne de production ou une plateforme industrielle mutualisée à une grande échelle. Bien entendu, on va parler de projets assez conséquents, donc des projets où on a des budgets en général supérieurs à 5 millions d'euros, et puis avec des taux d'aide et des financements qui sont des financements mixtes en termes de subventions et d'avances récupérables. Alors je dirais que c'est la plupart du temps un peu du sur-mesure. Je dirais que la notion d'une première usine pilote, si on est dans le pharmaceutique, ou si on est dans l'électronique, ou si on est dans le matériau, ou si on est dans l'agro, on ne parle pas du tout de la même typologie d'industrialisation. Donc, c'est pour ça que pour chaque projet, il y a une instruction assez fine, avec beaucoup d'itérations, enfin pas mal d'itérations, et je pense que nos intervenants qui vont venir seront à même à vous décrire un petit peu potentiellement cette complexité. Voilà, donc je vais aller rapidement. Bien entendu, la caractéristique du pôle, ce n'est pas nécessairement de vous informer ou de vous tenir au courant de ces appels à projets, c'est d'être capable de vous accompagner et de vous orienter sur les bons guichets, comme on dit, mais bien entendu de gagner du temps, de bénéficier, je dirais, d'avis d'experts sur le projet. Bien, si vous êtes sur du collaboratif, de vous aider à identifier le ou les partenaires complémentaires à votre projet et bien entendu de vous éviter les erreurs éliminatoires. Tout simplement, un projet qui ne répond pas à des critères financiers bien précis n'est même pas instruit. Hein, donc, il y a une première sélection qui s'effectue parfois uniquement sur des liasses fiscales. Si vous avez fait une erreur, ben, vous êtes éliminé dès le début, ce qui est assez dommage. Pour ce faire, donc, on a défini bien entendu un processus, je dirais assez classique, hein, mais c'est vraiment travailler avec vous sur l'émergence et la création de votre projet. Alors, ce n'est pas nécessairement uniquement par cet accompagnement, mais c'est au travers de toutes les animations que nous effectuons au sein du pôle, que ce soit des animations bien précises ou que ce soit des animations autour de groupes thématiques. Donc là-dessus, on a toute cette partie émergence. Et puis après, on travaille sur
tout ce qui est l'éligibilité de votre projet avec tous les critères qui sont à vérifier, liés au cahier des charges, mais aussi liés aux financeurs principalement. Et puis après, vous rentrez dans un processus type où on fait des revues et des commissions projets avec nos experts, une fois, deux fois si nécessaire, et avec un vote final pour avoir une labellisation. La labellisation, c'est bien entendu un critère qui est reconnu par l'État et la région. Donc le pôle a l'autorisation de labelliser, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et donc dès l'instant où vous avez la labellisation, c'est reconnu au niveau donc des instructeurs de ces appels à projets. Voilà, notre labellisation, elle se fait au travers d'un accompagnement sur mesure, expérimenté. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on a, dans ce cas, des experts, donc, qui sont cités ici, qui viennent qui sont des membres du pôle, qui viennent soit qui sont de l'académique, soit de grands groupes, soit de start-up, PME ou TI. Et vous le voyez ici, donc vous avez des experts techniques du CEA, là je parle des grands groupes, de Thales par exemple, ou d'HP, du Schneider, Orange, ST, mais aussi des académiques qui sont représentatifs de notre écosystème, plus des PME ou des ETI de notre écosystème. Alors c'est assez dynamique, là vous avez des experts qui sont des experts fixes, mais on peut aussi faire appel à des experts externes si nécessaire en fonction de la typologie de votre projet. Voilà, ce qui est important, c'est que ça fait plus de 16 ans que l'on fait cet accompagnement de labellisation de projet. On a à peu près, alors ça doit être mis à jour avec nos derniers chiffres, mais à peu près plus de 400, maintenant si on prend, on va dire 460 projets qui ont été accompagnés depuis la création du pôle, donc, et avec un certain nombre de dépenses et d'aides publiques qui sont, bon là c'est du cumulé, bien entendu. Voilà, ce qu'il faut savoir que la labellisation après au niveau global, au niveau France, le taux de succès des projets qui sont labellisés, c'est à peu près 50% versus 30% lorsqu'ils ne sont pas labellisés. Et si vous êtes sur les projets collaboratifs de type IDEMO, ça s'appelait PSPC avant, mais IDEMO ou démo régionalisé, c'est à peu près 100% des projets qui sont obtenus qui sont labellisés. Voilà. Après, bien entendu, l'objectif de ces webinaires, ce n'est pas exclusif, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de nous solliciter à tout moment. Et donc, pour ce faire, nous avons Nadira, qui est de notre équipe innovation, qui couvre toute la partie innovation France et qui est à votre écoute pour démarrer et vous accompagner tout au long de votre projet jusqu'au dépôt et la sélection, et bien entendu sur son suivi. Alors, les questions-réponses, je pense qu'on va se les garder pour la fin, Nadira, sauf s'il y en a qui ont été… On a juste une petite question, je pense qu'on peut la traiter rapidement, si tu veux bien. Oui, bien sûr. Concernant l'appel à projet sur les véhicules de demain, à savoir Oui. si la filière véhicules de demain peut être intéressée par de l'innovation software dans l'après-vente, augmentation de la durée de vie de véhicules, ou est-ce que c'est uniquement sur des aspects industriels? Non, je pense que ça peut être inclus. Après, il faudrait regarder dans le détail le projet. Mais j'ai pas de… Si ça s'inscrit dans un volet bien précis, qui est 1, 2, 3, 4, 5 que vous voyez ici, je ne vois pas de restriction. Maintenant, quand vous avez cette typologie de questions, le mieux, c'est de nous solliciter, puisque en tant que pôle, on a aussi la possibilité d'interroger directement la DGE, puisqu'en général, c'est la Direction générale des entreprises qui gère ces appels à projets, et nous sommes identifiés comme un pôle, et donc on a des contacts directs. Donc, soit on est capable de vous répondre sans les solliciter, soit ça nécessite un peu plus d'investigation, et auquel cas, on fait directement un call avec eux, avec ou sans le partenaire. Parfait, merci. Pas d'autres questions. Voilà, donc les questions, toujours un peu compliquées de les poser au fil de l'eau, mais n'hésitez pas à solliciter Nadira, voire moi-même si vous le souhaitez, pour
pour que justement on puisse typiquement aborder la question que vous venez de poser. Donc là, je crois que je dois quitter mon écran, hein, Nadira, et je vais Exactement, laisser je passe la main à Florian. notre partenaire, donc TNC Consultant, et Florian, et la société Nawa, qui va vous présenter donc un projet première usine. Voilà, merci à vous. Effectivement, merci beaucoup Gérard. Donc avec Henri qui est également présent, Henri Lefebvre, directeur financier de Nawa Technologies, et moi-même Florian Gaucher, donc consultant chez DSC Consultant. On va vous présenter un retour d'expérience sur le montage d'un dossier de candidature à l'appel à projet première usine, tel que l'a présenté Gérard tout à l'heure, et qui a donc reçu un dossier sur un projet que Nawa Technologies a souhaité présenter, qu'on va vous résumer également au début. Donc, je laisse la main à Henri pour présenter Nawa Technologies et son projet Nawa Factory One. Bonjour à tous, j'espère qu'on m'entend bien. On m'entend, parfait. Écoutez, merci beaucoup. Je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui, à double titre, d'une part parce qu'on fait partie du pôle et ça nous fait vraiment très plaisir de faire ce retour d'expérience. Et par ailleurs, je connais DNC depuis un moment pour avoir travaillé avec eux, à la fois chez Nawa et dans d'autres histoires. Donc voilà, c'était intéressant de faire ce feedback global. Donc je vais présenter Nawa pour ceux qui ne nous connaissent pas, vous faire un retour d'expérience sur le programme appel à projet nouvelle usine. Et puis après, surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Je pense que c'est vraiment ça l'idée, que ce soit interactif. Vous aurez certainement des questions très précises. Donc, Nawa, on est basé à Rousset. On est une start-up. On se définit encore comme une start-up, même si on va fêter nos 10 ans cette année. C'est un essaimage du CEA. La technologie porte sur la production de nanotubes de carbone alignés. Donc, c'est l'image que vous voyez sur la droite. C'est un matériau qui est structuré à l'échelle nanométrique en 3 dimensions, qui est extrêmement longiligne, qui est le processus, les tubes croissent avec un processus APCVD. Donc, concrètement, c'est un réacteur dans lequel on envoie des gaz réactifs à base de carbone et qui permettent donc de produire ces nanotubes de carbone. Ils sont extrêmement robustes. L'aspect ratio, c'est de l'ordre d'un spaghetti d'1 kilomètre de long, pour donner un ordre d'idée. C'est un matériau qui est extrêmement conducteur, qui se comporte comme du métal et qui a des propriétés quand il est déposé, soit sur de l'inox, soit sur du cuivre, soit sur de l'aluminium, à trouver des applications dans différents domaines qui touchent tous à la transition énergétique. En tout cas, c'est le focus qu'on a souhaité donner à la société dans sa phase d'industrialisation. Donc, les applications, elles sont diverses, même si on utilise le même matériau. Une première application avec un short time to market qui sont les matériaux composites. En fait, ce matériau se comporte comme un velcro entre des plis de carbone et permet en fait de renforcer de façon considérable la solidité d'un matériau. On parle d'une tolérance à l'impact augmentée de 900%, donc c'est vraiment très significatif. Ça trouve des applications dans le sporting goods, donc vraiment tout ce qui touche au sport, avec des sports à impact, hockey, golf, même des jantes de vélo, ce genre de choses. La deuxième application, c'est les réservoirs à hydrogène. Et la troisième application, c'est vraiment l'aérospace. Ça, c'est pour les matériaux composites. Et après, on a une application dans le domaine de l'energy storage. On peut, avec ces nanotubes, faire des membranes de piles à combustible qui ont des performances vraiment nettement supérieures, notamment en termes de durabilité. On utilise moins de métaux rares type platine. Donc ça, c'est vraiment très intéressant pour cette industrie qui est vraiment en train de se développer. Et d'autre part, on a des applications dans le domaine de la batterie, puisqu'on fait ce matériau d'électrode qui peut venir être infiltré. Donc entre les nanotubes, on ne le voit pas, mais il y a pas mal d'espace. Et l'idée, c'est de venir infiltrer dans un post-traitement
avec du lithium, avec des couples électrochimiques, et on peut faire une électrode de nouvelle génération qui permet notamment d'améliorer la vitesse de charge et de moins utiliser de métaux. Donc voilà, c'est un projet avec des applications très importantes, des marchés énormes, mais la grande difficulté, c'est d'industrialiser. C'est toujours la même chose. Et réussir cette transition entre la R&D et l'industrie, c'est pas facile. Ça prend des années, entre 3 et 4 ans. Tous ceux qui nous écoutent et qui sont confrontés à cette problématique le savent. Donc nous, ça fait 2 ans qu'on travaille sur le sujet. On est aujourd'hui implanté chez ST Micro. On a une salle blanche de 500 mètres carrés. Mais il nous faut une usine. Ça va être la pierre angulaire du développement. Et voilà, c'est toujours la première pierre à l'édifice. Et ça fait naître la confiance autour de la société. Un beau projet d'usine sur lesquels on vient cranter, c'est l'assurance que les actionnaires comprennent la volonté de la société d'aller dans ce sens-là. Les clients se positionnent par rapport à ça. Les salariés, c'est également très, très important. Donc, ça fait naître la confiance. Donc, je passerai… voilà, on est sur le deuxième slide. Donc nous, on a sauté sur l'occasion sur l'appel à projet première usine parce que même si on est bien doté en matière de subventions d'avance remboursable, c'est la première fois véritablement qu'il y a un programme qui aide les sociétés à réussir cette transition et qui prend en compte des dépenses liées au bâtiment. C'est très très rare à ma connaissance, j'en avais jamais vu, pour moi c'est le premier. Donc en prenant en compte 30% des dépenses pendant 48 mois sur une usine, je veux dire, c'est vraiment très significatif. Tous les loyers sont éligibles, tous les coûts directs liés à la mise en place de l'usine. Donc ça, quand on structure des financements autour d'un bâtiment, ça donne confiance aux banquiers et ça permet de cranter, quoi. Donc bon, nous, on s'est lancé très rapidement là-dedans. On est sorti dans la première levée, le 4 avril. Je vous avoue qu'on s'est motivé pour être parmi les premiers à sortir. Le processus est inversé par rapport à ce qui se faisait avant, c'est-à-dire que, mais peut-être que Florian, tu en parleras après. On sort d'abord un premier slide deck assez léger, 20-25 slides, où on explique le projet. Il y a une première sélection qui se fait là-dessus avant de faire un dossier complet. Donc voilà, nous en 3-4 semaines, on a sorti ce slide deck. On a décidé de se faire accompagner, et je pense que ça pourrait être une de vos questions. Pourquoi se faire accompagner? Clairement, le timing était très serré. Les montants en jeu sont très significatifs parce que nous, on a un projet qui porte sur 19 millions de dépenses éligibles. Donc ça fait 5,6 millions de financement sur 48 mois. Donc, on n'est pas sur un petit projet et on s'est dit que se faire accompagner, non seulement ça permet de vraiment maîtriser la qualité des documents, se poser des questions qu'on ne se poserait pas si on était tout seul face à sa feuille. Donc, voilà, ça a permis d'avoir un mur de rebond, de se tester, de formaliser mieux les choses et puis surtout d'être à l'heure. Pour cette première levée du 4 avril, et bien nous en a pris puisque avant l'été, le projet a été revu, il est passé en comité, on avait déjà un bon feedback. Nous, la difficulté qu'on a eue, c'est qu'on a changé de projet en cours de route, ça peut arriver, c'est exactement ce qui nous est arrivé. Donc on a dû basculer dans la deuxième partie de l'année sur le plan B qu'on avait, parce que tout le monde sait que le foncier en région, c'est compliqué à trouver. Et parfois, il y a un plan A, un plan B, et on a besoin de se repositionner. Bon, nous, on l'a fait et ça a plutôt bien marché. Ça a été bien compris. En tout cas, on a eu une écoute attentive de la part de BPI et un suivi vraiment bienveillant. Donc, on a retravaillé le projet. Et ça, on l'a fait avec DNC dans un délai record. Donc ça, c'était début décembre. Voilà, pour resoumettre à BPI, il y avait un comité qui se tenait début décembre. Alors, je dois vous dire que le projet n'est pas officiellement validé. On a de bonnes chances de l'avoir. En tout cas,
la validation sur le plan technique semble faite. Maintenant, il y a une validation sur le plan administratif. Mais bon, les choses sont bien engagées et je pense qu'on a réussi cet exercice avec l'aide du pôle qui a labellisé le projet, avec l'aide de la région. Franchement, tout le monde s'est mobilisé et ça permet de donner de la visibilité et du corps à ce projet et puis nous, de nous donner de la confiance pour exécuter. Donc voilà, je crois que j'ai peut-être assez parlé. Peut-être que vous avez des questions précises sur le process. N'hésitez pas. Alors pour l'instant, je n'ai pas de questions, mais voilà, j'invite tous les participants qui le souhaitent à poser leurs questions via le module questions. Je vais enchaîner du coup sur On peut continuer. Oui. l'appel à projet, oui. Voilà un bel exemple effectivement de projet présenté donc par Nawa Technologies à l'appel à projet première usine. Pour prendre un petit peu plus de hauteur, on va vous présenter justement le contexte dans lequel première usine s'inscrit. Gérard en a déjà parlé au début du webinaire. Il y a effectivement une évolution assez récente des plans de financement au niveau du PIA 4 et de France 2030. Donc les premiers PIA, donc ça date de 2009-2010, les premiers PIA venaient vraiment financer l'innovation, donc les projets de R&D tels que Gérard les a présentés au début des webinaires. Et depuis 2020, la période de la pandémie, et notamment le plan France Relance, donc qui a soutenu majoritairement les entreprises et les industries dans leur financement industriel pour faire face à la pandémie justement. Il y a eu une évolution en fait ces dernières années de l'esprit des financeurs qui se tournent effectivement de plus en plus vers le financement, toujours bien sûr de l'innovation, avec tous les appels à projets de R&D tels qu'ils existent, mais également l'industrialisation, comme l'a mentionné également Gérard, avec donc France Relance et maintenant France 2030 depuis 2 ans, et des dispositifs tels que Première Usine qui rentrent donc dans ce cadre de plan d'investissement avec pour objectif, donc on le voit en dessous, 54 milliards d'euros déployés sur 5 ans, avec pour objectif de développer la compétitivité industrielle des acteurs français et leurs technologies d'avenir, des acteurs français déjà bien implantés, mais surtout des acteurs émergents. C'est notamment pour ça que Première Usine est notamment à destination des PME et également donc implanter ces usines dans un esprit donc de décarbonation et de respect des objectifs environnementaux tels qu'ils sont établis au niveau français et au niveau européen. Et donc c'est bien cette mentalité d'évolution qui a permis l'apparition de l'appel à projet Première Usine, avec donc un certain nombre de clés de succès pour pouvoir présenter un projet donc d'industrialisation tel que vous pourriez le porter et tel que la Nawa Technologies l'a porté, pour pouvoir obtenir donc un financement public. Je vais passer sur chacun des points. Le premier en haut à gauche, donc c'est un enjeu bien sûr stratégique pour la France. C'est l'objectif général de France 2030, avoir un projet donc pour la région d'implantation et pour la souveraineté nationale, la compétitivité industrielle. On s'est rendu compte, notamment avec les difficultés logistiques liées à la pandémie ces dernières années, qu'il y avait un certain nombre de produits qui n'étaient plus industrialisés en France, voire en Europe, mais qui étaient présents dans d'autres parties du monde, qui a pu poser des soucis. Et donc l'objectif de France 2030, c'est aussi donc de réindustrialiser le territoire, un des grands enjeux du gouvernement actuel. Et donc c'est pour ça qu'il y a un soutien public via ce dispositif-là, en développant donc une expertise industrielle et une expertise également humaine unique sur le territoire via les projets que vous pourriez présenter. On vient également soutenir donc des projets industriels liés à des produits qui sont innovants. On reste toujours avec cette caractéristique de l'innovation et qui contribuent donc aux transitions énergétiques, écologiques et numériques également des industries aujourd'hui. Et c'est pour ça notamment que via le dispositif Première Usine, le financeur BPI-France et derrière donc la DGE et les ministères apprécient d'accompagner des projets qui ont pu être précédemment accompagnés sur des dispositifs de financement de la R&D. Et là, on passe sur la phase d'industrialisation. On vient donc à une maturité plus élevée du projet, c'est le troisième point, une maturité, donc un projet qui a
démontrer ses avantages concurrentiels via un premier démonstrateur. On se situe au TRL 6-7, tel que l'a présenté Gérard sur l'échelle TRL. Et là, l'objectif, c'est de passer donc du démonstrateur, d'un premier prototype, à un TRL 9, donc la commercialisation des produits sur le territoire. Pour qu'il y ait commercialisation, il faut également donc qu'il y ait une étude sur le marché ou les marchés qui vont être visés, donc voir la capacité de déploiement de l'entreprise sur les marchés visés via justement ce projet d'industrialisation au niveau français bien sûr et au niveau européen voire international avec des perspectives donc d'évolution et de commercialisation qui sont assez importantes et qui vont être regardées par le financeur. Et c'est le 5e point à droite, ce sont tout l'ensemble des impacts du projet, les impacts économiques tout d'abord, donc la création de chiffre d'affaires sur le territoire français grâce à l'industrialisation et à la capacité de production qui a été implantée en région, les créations donc de retombées également sociales, les emplois qui sont créés sur le territoire et qui peuvent être même rapatriés par rapport à des projets qui auraient été sinon créés à l'étranger, et également l'ensemble des retombées environnementales très importantes pour les financeurs sur tous les projets pour pouvoir contribuer donc à la transition écologique, comme je le disais tout à l'heure. Il y a également un impact au niveau du territoire, au niveau régional, puisqu'il y a un certain nombre de régions qui sont peu industrialisées aujourd'hui en France et il peut y avoir des bonus dans certaines zones justement peu industrialisées de financement pour venir implanter une dynamique entrepreneuriale, une dynamique industrielle sur ces territoires-là au niveau de la région, voire même des communes. C'est pour ça que le soutien des régions, des pôles présents dans les régions comme le pôle STS, voire des communes où seront implantées les futures industries, ont un impact très important dans le dossier qu'on peut déposer à première vue. Dernier point, en bas à droite, le caractère incitatif de l'aide, qui doit être présent également dans tous les types de projets, montrer la nécessité d'un soutien public pour pouvoir industrialiser justement le ou les produits sur le territoire via le développement d'une capacité de production. Et en quoi est-ce que le soutien public pourra être utile et nécessaire pour permettre un déploiement plus rapide, un déploiement à plus grande échelle du projet versus s'il n'y avait pas de financement et de soutien de la part de l'État. Ça, c'est les clés un petit peu d'industrialisation qu'il faut mettre en avant dans un dossier de type première usine pour pouvoir maximiser les chances d'obtention du financement public. Et justement, Nahua Factory One, donc le projet porté par Nahua Technologies, répondait bien à ces enjeux. Pour donner un exemple, donc on était effectivement sur un acteur émergent qui est entièrement français, qui est même issu de la recherche française, et c'est une spin-off du CEA. On est sur un produit qui est unique et qui est innovant pour le territoire tel que l'a présenté Henri tout à l'heure, qui donc était au bon niveau de maturité avec un TRL 7 au début de projet, un produit donc qui a démontré ses avantages, notamment sur une potentielle commercialisation par la suite. Un projet industriel également donc qui était porté en continuité de la R&D qui avait déjà été soutenue au niveau public et qui porte une maturité également assez rapide pour permettre une commercialisation du produit de Nahua Technologies assez rapide également dès les prochaines années et donc des retombées à la fois économiques et sociales qui vont être également assez rapides sur le territoire. Une production industrielle également qui était nouvelle pour le territoire français, puisque c'est le premier acteur qui était positionné sur son domaine, qui va mobiliser donc des collaborateurs sur une nouvelle expertise en France et assurera donc une souveraineté nationale sur ce type de matériaux qui sera derrière utilisé sur des marchés qui sont également prometteurs. Henri les a mentionnés tout à l'heure. On peut parler donc des batteries, des objets connectés et de tous ces domaines d'application qui ont également une forte croissance à venir en adéquation avec les objectifs donc des plans d'investissement PIA 4 France 2030 et en adéquation également avec les objectifs plus généraux de décarbonation au niveau français et au niveau européen. Et donc, je le disais, des retombées rapides dès cette année, dès l'année prochaine, et significatives, avec donc des
d'emplois, plus d'une centaine d'emplois créés, plusieurs centaines de millions d'euros générés sur le territoire. Donc on est sur un pas de temps à moyen terme, hein, sur une dizaine d'années, et un projet respectueux également de l'environnement. Donc on voit bien l'adéquation du projet aux attentes de première usine, et c'est également ça qu'il faut mettre en avant dans le dossier de candidature et même dans les dossiers de candidature à l'appel à projet première usine. Et c'est là où effectivement on a pu accompagner Nawa Technologies dans les différentes phases comme Henri les a présenté tout à l'heure. Donc il y a une première phase de structuration du projet où on vient définir l'ensemble de l'ambition du projet, la structuration du programme de travail, donc l'ensemble des travaux qui seront réalisés sur le projet, d'un Gantt et d'un budget qui est associé à l'ensemble de ces travaux, la qualification également des impacts ou des retombées, comme j'ai pu les mentionner, et puis la rédaction donc de premiers livrables dans cette phase-là, qui constitue donc une présentation d'une trentaine de slides environ au niveau format PowerPoint, et puis des Excel pour présenter les impacts chiffrés. Suite à cette phase de structuration du projet, donc il y a une première sélection sur la base du dossier écrit. BPI France vous invite ensuite, si le projet a été sélectionné, à une audition. Et dans ce cas-là, donc c'est une audition devant BPI France et devant les représentants des ministères qui sont concernés par votre projet, selon le domaine que vous adressez. Il y a donc cette audition face à ce comité de sélection du projet, et ensuite le projet rentre donc dans une phase d'instruction dite approfondie, dans laquelle il est à nouveau étudié, il peut y avoir des compléments à fournir, et donc c'est la phase 2 de complément de candidature, où là c'est un dossier plus détaillé, qui va être demandé par BPI France, où là il y a donc un document Word de présentation technique du projet et du porteur du projet, l'ensemble de la base budgétaire des coûts, les prévisionnels économiques et financiers, et l'ensemble du périmètre technique suite aux questions-réponses de BPI France et du ministère lors de l'émission. Il y a un dépôt donc de ce dossier plus complet en phase 2, et ensuite donc il y a la sélection finale par le comité du dossier et l'octroi ou non de l'aide en fonction de ce qui a été décidé sur ce dossier-là. Et donc c'est sur l'ensemble de cette phase que DSC a pu accompagner Nawa, comme Henri l'a mentionné tout à l'heure, sur la structuration à la fois du projet et des livrables qui ont été demandés par BPI. Voilà globalement sur le retour d'expérience qu'on pouvait vous faire donc sur le projet porté par Nawa Technologies. Donc si vous avez des questions supplémentaires, effectivement, on est tout à fait avec Henri disponible pour y répondre maintenant, ou sinon vous pouvez également nous contacter. Vous avez ici donc nos contacts, à la fois à Henri, à moi-même et à ma collègue Mégane, qui est basée en région PACA, et donc qui pourra également adresser vos projets sur ce dispositif ou sur tout autre dispositif de France 2030. Merci. Merci Florian, merci Henri pour votre présentation. Alors pour l'instant, je n'ai pas de questions, donc effectivement, on invite les participants à poser leurs questions par mail si des questions viennent entre-temps. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Je vais passer la main désormais à Marielle Campanella pour qu'elle puisse nous présenter donc la partie financement donc des appels à projets européens. Marielle, la parole est à toi. Oui, bonjour à tous. Nadira, est-ce que tu peux me confirmer qu'on voit bien mon écran, s'il te plaît? Oui, on t'entend bien et on voit bien l'écran. Bon, parfait. Merci beaucoup. Donc effectivement, je suis Marielle Campanella, je suis en charge des projets européens au sein du pôle SCS, et donc on va continuer et donc terminer ce webinaire en faisant un aperçu des appels à projets européens qui sont actuellement ouverts et qui peuvent être pertinents pour vous. Donc voici l'ordre du jour des principaux sujets que l'on va pouvoir voir aujourd'hui. Donc, comme à chaque fois, on vous fait un focus particulier sur les appels à projets
de financement en cascade qui sont particulièrement pertinents pour les PME, pour le développement de petits projets et des financements assez rapides. Ensuite, un aperçu des appels actuellement en cours au sein du programme Horizon Europe et notamment des appels dans le domaine de la sécurité et la cybersécurité. Je vous mentionnerai les autres appels type EIC, Eureka Eurostar, le FED, le Fonds européen de la défense, les appels binationaux et les appels de la qualité JU. Et on terminera en mentionnant des actions que SCS met en place pour le financement de missions internationales et en vous rappelant également l'accompagnement qui existe pour les adhérents du pôle SCS. Donc à chaque fois au sein du pôle, depuis quelques années, nous mettons un accent particulier sur les appels que l'on appelle de cascade funding, donc le financement en cascade. Donc le financement européen, en fait, de façon générale, est parfois assez peu adapté aux petites structures, de par la complexité et la notion de temps assez long pour la mise en place des dossiers de demande de financement et ensuite les taux de succès qui sont relativement modestes. Donc c'est une raison pour laquelle la Commission européenne a lancé le principe du financement en cascade il y a déjà quelques années, dans le cadre du programme Horizon 2020 et ensuite dans le cadre du programme Horizon Europe. Donc le financement en cascade est un dispositif de financement européen qui n'est non pas géré en direct par la Commission européenne, mais par des projets intermédiaires plus petits qui sont eux-mêmes sélectionnés par la Commission européenne. Donc l'idée globale ici est de déléguer le financement pour une prise en charge plus agile et donc des structures volontaires dont les pôles de compétitivité font partie répondent en consortium à un appel à projet européen plus large et sont financés sous la forme d'un projet classique au sein duquel une partie du budget est réservée dès la proposition pour être redistribuée dans le cadre de nouveaux appels à projets plus petits gérés par ce projet principal. Donc, ces appels-là permettent donc le financement d'actions qui sont en général ciblées vers les PME. On peut y trouver donc des actions de soutien à l'innovation et également des actions avec un accompagnement financier, donc avec une redistribution du financement sous la forme de subventions vers des projets spécifiques déposés dans le cadre d'appels à projets du projet principal. Donc, ces plus petits appels à projets sont dépendants de chaque projet qui les anime. C'est ce qu'on appelle des open calls et vous trouvez en fait la liste de tous les appels actuellement disponibles sur le portail de la Commission européenne. Vous aurez les slides à la suite pour pouvoir vous y connecter si cela vous intéresse. Donc ces appels-là sont ouverts en général sur un créneau de 2 mois avec des dossiers de candidature relativement légers, 5 à 15 pages qui sont la plupart du temps en anglais. Les candidatures se font soit en individuel, soit en consortium, donc selon les contraintes qui ont été imposées par le projet principal. Et les évaluations peuvent être gérées par les équipes internes des projets ou par des experts indépendants. Le type de projets demandés sont en général des projets relativement courts, de 6 à 18 mois, qui sont souvent sur le développement, par exemple, d'un POC, un démonstrateur ou des études de faisabilité. Les subventions, la plupart du temps, sont sous la forme de forfaits, donc ce qu'on appelle des lump sums. Et la contractualisation s'effectue donc avec l'un des partenaires du consortium du projet principal. Donc, étant donné que chaque projet a ses propres procédures en termes de date, de montant, d'éligibilité, donc il est important à chaque fois de bien lire ce qu'on appelle les guides du candidat, où vous trouverez toutes les modalités relatives à ces appels-là. Donc régulièrement, nous faisons le relais de tels appels. Et si vous avez donc un besoin particulier pour un financement de petits projets par ce type de financement, n'hésitez pas à faire appel à nous. Donc voici la liste des appels à projets qu'on a actuellement identifiés. La plupart du temps, sauf quand je vous le mentionnerai, SCS n'est pas impliqué dans ces appels. Nous faisons le relais de ces appels-là, mais vous pouvez nous contacter pour des éléments d'approfondissement plus précis. Donc, le premier appel identifié s'appelle AI for Copernicus. Donc, il porte sur des sujets d'IA et des données spatiales. Donc, comment faire un bon usage des données spatiales via des outils d'IA. Un appel est actuellement ouvert et va se clore très prochainement, donc le 31 mars, avec un subventionnement jusqu'à 30 000 euros pour les PME et les startups. Le deuxième appel à projet s'appelle Stairway. Et il porte en fait, c'est un appel à experts en IA pour des prestations d'accompagnement ponctuelles auprès de PME qui sont moins digitalisées. Les candidatures se font au fil de l'eau avec une prochaine date de relève au 31 mars et l'accompagnement va jusqu'à 39 000 euros pour les experts en IA qui ont été sélectionnés.
Ensuite, on peut noter l'appel NGI Trust Chain, donc NGI pour Next Generation Internet. Et ici, cet appel à projet porte sur la thématique de l'identité numérique sur Internet. Ce sont des appels qui peuvent être déposés de façon individuelle ou en consortium avec des subventions jusqu'à 117 000 € par projet et une date limite au 17 avril. Ensuite, on trouve l'appel à projet Mind for Machine qu'on avait déjà identifié en 2022 sur le domaine de l'industrie 4.0 avec un déploiement de solutions IoT, IA, blockchain, cloud et cybersécurité. Donc, l'idée ici est de répondre à l'un des 9 challenges industriels avec un financement soit pour des TRL de 5 à 7 de 120 000 € par projet ou bien pour des projets, ce qu'on appelle go-to-market avec un TRL 8 à 9 à 60 000 € par projet. Et ici, on est sur des projets collaboratifs avec à minima une PME du domaine du numérique qui coopère avec un industriel. Et l'appel à projet est ouvert avec une deadline au 19 avril. Ensuite, dans le domaine de la photonique, des matériaux avancés et de la fabrication avancée, appliqués donc à l'aérospatiale, la métallurgie et la production industrielle, on trouve l'appel à projet PIMAP for Sustainability. Et l'idée ici est d'avoir une coopération entre 2 entreprises, dont au moins l'une d'eux est une PME, pour une subvention jusqu'à 60 000 € avec une deadline au 3 mai, pardon. Ensuite, sur un sujet que l'on voit pas toujours systématiquement, donc le projet Hirachi qui porte en fait le déploiement de solutions IA et robotique pour l'amélioration des conditions de travail dans l'industrie. Donc, en quoi est-ce que ce type de solution-là peut améliorer le port de charges lourdes, des travaux répétitifs, des tâches d'assemblage. Et ici, les bénéficiaires sont exclusivement des startups ou des PME avec des subventions jusqu'à 200 000 € par projet afin de répondre à l'un des 10 challenges identifiés dans ce projet-là. Donc, l'appel est actuellement en cours avec une deadline jusqu'au 12 mai. Ensuite, un appel à projet particulier que je vous détaillerai juste après, puisque SCS est le porteur de cet appel-là. C'est l'appel à projet DREAM dans le domaine des solutions numériques appliquées à l'industrie manufacturière. Donc, qui se clôt au 25 mai. J'y reviens juste après. Un autre appel à projet dans lequel SCS cette fois-ci est directement impliqué, c'est l'appel à projet Silicon Eurocluster, qui est en fait porté par l'Alliance Silicon Europe, dont vous avez peut-être entendu parler, dans le domaine de la microélectronique et de l'électronique. Donc, l'idée ici est de subventionner des projets portés par au moins 2 PME qui visent à développer des prototypes ou déployer des démonstrateurs d'un système microélectronique, donc incluant par exemple des technologies de communication, de capteurs, de photonique, d'IA embarquée ou de dispositifs de récupération d'énergie appliqués à un secteur industriel donné. Donc, la subvention est de 80 000 € forfaitaires pour 2 PME qui s'associent pour répondre à cet appel à projet. L'appel vient d'ouvrir aujourd'hui et se clôt le 31 mai. Donc, SCS étant partenaire de cet appel, n'hésitez pas en particulier à nous contacter pour qu'on puisse travailler éventuellement avec vous une réponse à cet appel. Ensuite, on a identifié l'appel à projet ELSA qui porte sur l'intelligence artificielle appliquée à 6 cas d'usage dans le domaine de la santé, de la conduite autonome, de la robotique, de l'analyse de données médias, la cybersécurité et l'intelligence documentaire. Et ici, l'appel à projet cible des entreprises individuelles, des PME, qui sont associées à un conseiller scientifique externe. Et la subvention est à hauteur de 60 000 € par projet avec un dépôt des dossiers fixé au 31 mai. Et ensuite, on a identifié un dernier appel qui s'appelle Metastar, qui porte sur les solutions numériques appliquées au secteur de l'aéronautique, l'espace et la défense. Et cette fois-ci, ce sont 6 services différents que l'appel à projet Metastar déploie, avec des financements qui vont de l'ordre de 4 000 à 15 000 € pour ces prestations de services-là dans ces domaines. Et donc là, l'appel à projet est ouvert au fil de l'eau. Donc, les dépôts se font au fil de l'eau, sans date limite. La seule date limite est le 31 décembre pour la clôture de ce projet-là.
Donc voilà pour la revue des appels à projets en financement en cascade. Donc, je vous ai parlé justement en particulier de l'appel à projet DREAM, donc qui est coordonné par le pôle SCS. Donc c'était un nouveau projet qui a débuté en fin 2022. Et l'appel à projet DREAM se focalise sur la thématique du numérique, en particulier appliqué au secteur manufacturier. Et donc le projet DREAM offre aux PME un soutien financier pour le développement de projets innovants. Et s'adresse en particulier donc aux PME du numérique qui souhaitent déployer des solutions dans le domaine de l'industrie manufacturière, avec comme objectif, in fine, d'avoir une meilleure gestion des ressources, type eau, énergie, matières premières, etc., grâce au déploiement de solutions numériques dans l'industrie manufacturière. Donc, on est vraiment sur des technos type IA, IoT, cloud computing, robotique, technologie immersive, simulation et cybersécurité. Donc, le financement est un financement forfaitaire, donc de 30 000 € par projet, pour le développement d'un prototype ou le lancement d'une expérimentation sur le terrain associée à un industriel. Donc, il est important de répondre en binôme avec au moins une PME du numérique qui sera le porteur du projet et un industriel sur lequel sera basé son cas d'usage. Il faut que les partenaires soient de 2 régions différentes, avec au moins un des 2 partenaires en France, en Italie, en Belgique ou en Roumanie, qui sont en fait les pays d'origine des partenaires du consortium DREAM. Les dossiers sont à déposer jusqu'au 25 mai. Vous pourrez trouver sur les liens le guide du candidat, la FAQ et la plateforme de candidature. Et nous organisons de façon dédiée un webinaire d'information la semaine prochaine, donc le 5 avril à 14 h, avec des sessions de pitch, notamment d'entreprises porteurs de cas d'usage. Donc, je vous invite vraiment à y participer si ces sujets vous intéressent. Ce projet est vraiment basé sur l'expertise qu'on a pu bâtir dans le cadre d'autres appels à projets type IoT for Industry ou Security, au sein duquel des adhérents SCS ont déjà pu obtenir des financements très intéressants pour eux. Donc, les montants ne sont pas très élevés, mais au moins, l'avantage est d'avoir des dossiers de candidature faciles à déposer. Et on est sur des financements forfaitaires, donc avec aucun reporting financier lorsque les projets sont réellement déployés. J'enchaîne ensuite avec les appels à projets de façon plus générale qui existent au sein du programme Horizon Europe. Donc, vous avez peut-être sûrement déjà entendu parler de ce programme-là. Donc, le programme Horizon Europe est le 9e programme cadre de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation. Donc, pour la période 2021-2027, c'est le successeur du programme Horizon 2020. Donc, il représente en tout un budget de plus de 95 milliards d'euros avec comme ambition de supporter les grandes politiques européennes. Donc, vous avez ici la structuration globale du programme Horizon Europe avec quatre piliers principaux, et notamment le pilier numéro 2, problématiques mondiales et compétitivité industrielle et européenne, qui a pour objectif donc de répondre aux grands défis sociétaux. Et on y retrouve ici en fait les 6 grands thèmes qu'on appelle des clusters ici même, donc fléchés en rouge, qui correspondent en fait aux grands thèmes de recherche collaborative. Donc cette division en 6 clusters, on y retrouve notamment les thèmes qui sont propres au pôle SCS, notamment dans le cluster numéro 4, numérique, industrie et espace, avec les thèmes notamment d'IA, Big Data, IoT, microélectronique, pardon. Également dans le cluster numéro 3, sécurité civile pour la société, on retrouve la thématique cybersécurité. Cependant, les sujets du numérique sont également présents de façon transverse dans les autres thèmes. Donc, notamment, si vous travaillez dans le domaine de la santé, ce sera le cluster numéro 1. Dans le domaine culture, créativité et société, ce sera le thème numéro 2. Climat, énergie et mobilité dans le thème numéro 5. Et alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement dans le thème numéro 6. À noter également, au sein du programme Horizon Europe, le Conseil européen de l'innovation dans le pilier numéro 3, sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard. Donc, je vous ai repris ici un slide qui a été préparé par les PCN, les points de contact nationaux du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, et donc qui reprennent le cycle de vie d'un projet Horizon Europe. Les projets Horizon Europe sont en général des projets collaboratifs, transdisciplinaires et transsectoriels, et bien sûr avec une dimension transnationale importante.
Les projets durent en général de 3 à 4 ans, avec la plupart du temps des budgets qui sont à minima de l'ordre de 1 à 2 millions, jusqu'à 4 à 5 millions d'euros en moyenne, voire plus selon les appels à projets qui sont lancés. Donc, vous avez ici le cycle de vie d'un projet européen, donc de la publication de l'appel, qui sont en général connus en avance, puisque les programmes de travail sont publiés sur des tranches de 2 ans. Vous avez les phases de préparation de l'appel à projet qui sont des phases importantes avant la publication, mais aussi au moment de la publication. Une fois que le projet est déposé, vous avez en général une phase d'évaluation qui dure 5 mois. Les évaluations s'effectuent par des experts extérieurs, donc un comité d'experts indépendants nommé par la Commission européenne, selon trois critères principaux en termes d'excellence, d'impact et de qualité de la mise en œuvre. Pour les heureux lauréats vient ensuite la phase de préparation du contrat qui dure elle-même 3 mois, et ensuite la mise en œuvre du projet qui dure lui-même 2, 3, 4 ans, et vient ensuite la phase de valorisation des résultats et d'exploitation des résultats obtenus par le financement européen. Donc, sur les projets Horizon Europe, il existe 3 grandes catégories de projets, donc ce qu'on appelle les projets RIA, actions de recherche et d'innovation, donc des actions de recherche, des projets de recherche assez amont avec des TRL relativement bas, financés à 100%. Des actions d'innovation, donc IA, donc avec un TRL un petit peu plus élevé, avec un financement de 70% pour les entreprises et de 100% pour les autres types d'entités. Donc ici, on est sur des phases un peu plus aval du développement, avec généralement des créations de prototypes, de démonstrateurs et de pilotes. Et ensuite, on trouve des actions de soutien et de coordination, les CSA, donc qui elles-mêmes sont financées à 100% et qui sont plus des actions d'accompagnement qui vont structurer une communauté ou bien préparer pour la mise en place d'un appel à projet qui suivra dans les années suivantes. Donc, les dossiers de candidature sont à déposer via le portail de la Commission européenne. En général, sur des projets qui sont de ces tailles-là, on est sur des dossiers qui sont limités à 45 pages la plupart du temps. Donc, à chaque fois, il est indispensable d'avoir un consortium qui est composé à minimum de 3 entités légales indépendantes et établies dans un des États membres ou des États associés à Horizon Europe, avec au moins un État membre qui est présent et l'un des partenaires du consortium joue le rôle de coordinateur. Donc, je vous ai listé ici les programmes de travail que vous pourrez retrouver en cliquant sur chacun de ces liens, avec les dates de clôture des appels qui sont actuellement ouverts. Donc, dans le domaine du numérique, la plupart des appels vont se clore dans les tout prochains jours, donc je ne les ai pas référencés, c'est à nouveau. Et la prochaine vague d'appels à projets pour le numérique ouvrira donc au dernier trimestre 2023 pour une clôture en 2024. Pour les appels cybersécurité, je vais y revenir juste après. De façon générale, je vous invite aussi à regarder, à consulter régulièrement l'appel à projet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche développé par les points de contact nationaux, PCN. Donc, c'est horizon-europe.gouv.fr qui est très didactique et pédagogique sur la structuration des appels à projets avec des guides élaborés également en français qui vous permettent de bien appréhender ces différents appels si vous êtes intéressé. Par rapport aux appels à projets du cluster 3, sécurité pour la société civile, donc notamment la destination 4, cybersécurité, des 3 appels à projets vont ouvrir prochainement au mois de juin pour une date de clôture au mois de novembre. Donc, on est sur des appels collaboratifs toujours, relativement assez ambitieux en termes de dimensionnement puisque ce sont des appels de 4 à 6 millions d'euros, voire de 2 à 4 millions d'euros pour le deuxième thème. Donc, 3 thèmes sont actuellement ouverts. Le premier, le thème 0101, sur le thème de la sécurité proactive pour des environnements hétérogènes. Le sujet 0102 qui porte sur les technologies pour la gestion d'identité afin de préserver la vie privée. Et le thème 0103 sur la sécurité des systèmes à base d'IA. Donc, ces appels vont ouvrir prochainement. Je vous ai mis le lien ici avec le replay du webinaire des PCN qui a été organisé récemment à ce sujet. Plusieurs événements sont actuellement en cours afin de pouvoir élaborer des consortiums gagnants en réponse à cet appel à projet. Donc, il y a déjà une première session de pitch qui a eu lieu à la mi-mars. Ensuite, un événement de brokerage européen va avoir lieu au mois de mai et aura lieu à Paris. Donc, c'est le SMI 2G. Et les PCN vont organiser un webinaire de préparation à ces événements de brokerage, donc aura lieu en ligne la semaine prochaine.
Donc, si vous êtes intéressé pour éventuellement rejoindre un consortium donc sur ces appels à projets-là listés ici, je vous invite à consulter ces événements-là qui peuvent être particulièrement pertinents pour vous. Donc, voilà pour les appels à projets collaboratifs recherche dans le programme Horizon Europe. Donc, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, donc au sein du programme Horizon Europe, on trouve également le troisième pilier, ce qu'on appelle l'EIC, donc le Conseil européen de l'innovation, donc qui est un organe européen qui vise à accompagner l'émergence et la mise sur le marché d'innovations de rupture à fort impact à la fois sociétal et environnemental. Et donc l'objectif de ce conseil est d'améliorer la capacité d'innovation des entreprises et la compétitivité de l'Europe face à une concurrence mondiale plus importante. Donc, l'EIC s'adresse essentiellement à des chercheurs et à des entreprises qui développent des projets et des technologies à très haut potentiel et à très haut risque. Et donc, l'EIC offre des solutions de financement qui sont adaptées pour dérisquer des projets d'innovation et de rupture et donc accompagner les entreprises dans leur maturation technologique. Donc, pour cela, il y a 3 types d'appels à projets qui existent. Ce qu'on appelle les appels à projets EIC Pathfinder sur un TRL assez bas de 1 à 4. Ensuite, en fin de chaîne de TRL, vous trouvez les appels EIC Accélérateur, donc TRL 6 à 9. Et entre deux, vous avez les appels à projets EIC Transition qui sont faits pour pour les projets qui ont déjà été financés dans le cadre de l'EIC Pathfinder. Donc pour l'EIC Pathfinder, donc on a repris la même typologie de fiche que vous avez pu voir précédemment et présentée par Gérard. Donc l'EIC Pathfinder a pour objectif de financer les premières étapes d'un projet collaboratif à haut potentiel et donc il vise à explorer des domaines et des thématiques de recherche qui sont susceptibles de déboucher sur des technologies de pointe jusqu'à la preuve de concept en laboratoire. Donc ici, cet appel à projet est un appel collaboratif. Donc l'idée est de rassembler au moins 3 entités indépendantes de trois États membres différents. Donc ils peuvent être des universités, des organismes de recherche, des PME, des startups ou bien des ETI ou des grands groupes. Donc on est sur des TRL bas, TRL 1 jusqu'à TRL 4. Et le consortium doit donc porter une idée de projet avec une technologie qui elle-même repose sur une vision convaincante de cette technologie-là à long terme. Donc, en quoi est-ce que cette nouvelle technologie radicalement innovante peut avoir un vrai effet de transformation sur l'économie et sur la société et de façon ambitieuse. Donc, le financement se fait sous la forme de subventions. Donc, on est sur des actions de type RIA, donc un financement à 100%, quel que soit le type d'entité. Les budgets sont de l'ordre de 3 à 4 millions d'euros et donc il y a soit un appel à projet, ce qu'on appelle open, donc toute thématique mais qui est actuellement clos, ou bien un appel à projet challenge, donc qui répond à des challenges déjà préétablis par la Commission européenne. Et l'appel à projet challenge est actuellement ouvert avec une deadline au 18 octobre 2023, dont un challenge qui porte sur le domaine de l'électronique. Ensuite, en fin de chaîne TRL, on trouve les appels à projets EIC Accélérateur. Donc, ils se trouvent vraiment sur tous les derniers stades de la recherche et la pénétration sur le marché. Donc, l'objectif des appels à projets EIC Accélérateur est de soutenir des startups ou des PME qui sont les plus prometteuses en Europe afin de les aider à déployer leurs innovations qui doivent être radicales sur leur marché et être particulièrement innovantes afin que ces PME et ces startups puissent atteindre une phase de développement qui soit ensuite suffisamment attractive pour des investisseurs privés. Donc, c'est un appel à projet monopartenaire, ce qui est rare au niveau des financements européens, qui vise en fait des startups, des PME ou éventuellement des ETI de moins de 500 salariés pour une seule type de financement. Et donc, l'idée est vraiment de financer des projets qui sont très innovants, avec un potentiel de croissance très important et qui sont également trop risqués pour des investisseurs privés. C'est quand même un appel à projet extrêmement, sélectif et qui est vraiment la Rolls des appels à projets européens. Le financement se fait en général de 2 types. Avec une combinaison de financement par subvention, donc jusqu'à 2,5 millions d'euros financés à 70%, auquel s'ajoute potentiellement un financement en subvention
Donc, avec une prise de participation au capital des entreprises qui ont été sélectionnées par l'EIC lui-même en tant qu'entité. Et la subvention par capital peut aller jusqu'à 15 millions d'euros. Et l'idée ici est que l'EIC prenne part au capital de l'entreprise en étant un investisseur minoritaire et silencieux jusqu'à ce que l'entreprise soit suffisamment attractive pour ensuite céder ses parts à des investisseurs privés. Donc, étant donné l'aspect extrêmement sélectif de ces appels-là, il y a une sélection qui s'effectue en 3 étapes, avec tout d'abord un pré-filtrage qui s'effectue sur la base d'un dépôt d'une candidature simplifiée. Donc, ce sont des questions sous la forme d'un dossier de 5 pages à déposer avec un pitch deck et des vidéos. Et il est nécessaire d'avoir le feu vert des évaluateurs externes. Ensuite, si jamais vous êtes sélectionné au pré-filtre, vous devez ensuite déposer une proposition complète. Et là, c'est vraiment un dossier détaillé qui est du niveau de vraiment des business plans très exhaustifs pour les investisseurs. Et les heureux lauréats ensuite de cette étape-là sont ensuite invités à des auditions devant un jury. En cas d'échec, à chaque étape, les entreprises ont droit à une deuxième chance, mais ensuite une période de gel de 12 mois pour éviter des nouveaux redépôts trop intempestifs. Donc, il y a des dates de relève qui s'effectuent régulièrement au cours de l'année. Le dépôt de la proposition simplifiée s'effectue au fil de l'eau et l'évaluation s'effectue sous 4 semaines. Et les dates de relève qui sont indiquées sont pour les dossiers complets, donc les dossiers de l'étape numéro 2. Donc, il y aura une prochaine étape le 7 juin et une autre étape, une prochaine relève, pardon, le 7 juin et une autre date de relève le 4 octobre. À noter que parmi les appels, il y a à la fois une thématique open, donc ouverte à toute thématique industrielle, et également une thématique challenge. Et il existe actuellement un challenge spécifique sur le thème du semi-conducteur, avec une date de relève également au 7 juin et au 4 octobre. Voilà pour les appels à projets de l'EIC. Ensuite, un appel à projet que l'on mentionne régulièrement puisqu'il est assez ouvert avec des taux de succès qui sont un petit peu plus élevés. C'est l'appel à projet Eureka Eurostar. Donc, le programme Eurostar soutient les PME innovantes qui sont impliquées dans des projets collaboratifs. Et ici, l'approche est vraiment bottom-up. Ça signifie que le programme Eurostar s'applique à tout domaine technologique, à tout type de produits, de procédés ou de services, à condition qu'ils soient clairement orientés sur un marché donné. Donc, l'objectif ici est de financer des projets d'innovation collaboratifs, transnationaux, sans thème particulier et proches du marché, ce qui signifie que la phase de développement et de déploiement sur le marché doit être dans les 3 ans maximum, avec une commercialisation dans les 2 ans qui suivent la fin du projet. Donc, la candidature se fait sous la forme de consortium avec à minima 2 partenaires des pays Eurostar, donc la France étant un pays Eurostar, et il faut que le projet soit porté par au moins une PME. Chaque partenaire, est en fait financé par son propre pays. Donc, la labellisation Eureka se fait au niveau européen, mais chaque partenaire est financé par son propre pays. Donc, les partenaires français sont financés ici par BPI France. Donc, on y retrouve en fait les conditions de financement assez classiques que l'on connaît dans le financement BPI. Donc, le financement va jusqu'à 3 millions d'euros en subvention, dont 50% doit être alloué annuellement vers les PME. Donc, le financement est de 40% pour les PME, 30% pour les entreprises de moins de 2000 salariés et 40% pour les laboratoires. Donc, l'appel à projet est actuellement en cours et donc se clôt le 13 avril. Ensuite, un focus particulier sur le Fonds européen de la défense, donc le FED, qui est le programme de l'Union européenne destiné à financer la recherche et le développement des programmes industriels dans le domaine de la défense, donc uniquement des projets de R&D à application militaire. Donc, il se divise en fait en 2 volets. Le volet recherche, qui est destiné à financer la recherche collaborative. Et ensuite, le volet développement, qui est destiné à financer le développement et l'adoption de matériel commun. Donc, le programme pour 2023 se répartit en 17 grandes thématiques que vous pouvez voir ici, dont une thématique cyber, une thématique transformation numérique et une thématique spécialement dédiée vers les PME. Donc, le budget vont de quelques centaines de milliers d'euros jusqu'à plusieurs dizaines de millions d'euros.
Vous avez ici les taux de financement qui apparaissent, suivant si vous faites appel à des activités de recherche ou des activités de déploiement. L'appel à projet n'est pas actuellement ouvert. Il va ouvrir très prochainement, là, sur le mois de mars-avril, avec une date de clôture qu'on attend pour la fin du mois d'octobre, voire début novembre. Ce sera confirmé lors de l'ouverture de l'appel à projet. À noter qu'il existe un accompagnement spécifique de la DGA pour les PME françaises qui souhaitent candidater au FED. Donc, il existe une procédure de soumission d'un avant-projet via le lien que vous voyez ici, qui est effectué avant le 1er juin. À noter qu'il est indispensable d'obtenir des soutiens étatiques donc de chaque partenaire du projet afin de pouvoir être éligible dans ces appels à projets-là. Dans l'esprit de montage de projets collaboratifs, à noter que un événement de réseautage organisé par la DGA et ses partenaires, dont le pôle SIS fait partie avec les autres pôles régionaux, va avoir lieu le 31 mai prochain à Toulon. Et donc, l'objectif est d'organiser des rendez-vous B2B en présentiel entre les PME de la région qui souhaitent se positionner sur le domaine de la défense avec des partenaires européens qui viendraient de toute l'Union européenne. Donc, cet événement-là, Eurofed, est en fait la deuxième édition que l'on organise. La première édition s'appelait Euromed, elle avait déjà lieu l'année dernière. Elle était à l'époque focalisée uniquement sur les PME du bassin méditerranéen. Et cette fois-ci, on étend l'événement de façon plus large à toutes les PME de défense dans toute l'Union européenne. Donc, c'est vraiment un événement qui est intéressant pour déployer votre réseau et pour éventuellement rencontrer en présentiel des PME qui seraient intéressées par ce marché-là de la défense dans toute l'Europe. Donc, je vous invite vraiment à vous y inscrire. Vous avez le lien ici pour vous inscrire à cet événement-là. Ensuite, un autre appel à projet européen intéressant à mentionner, c'est l'appel à projet KDT-GU, donc Key Digital Technologies Joint Undertaking, donc qui est en fait le successeur de l'appel Excel que vous avez peut-être pu connaître. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle des partenariats publics-privés institutionnels qui sont associés à la partie numérique du cluster 4 d'Horizon Europe. Et ici, en fait, c'est l'entreprise commune KDT-JU qui a élaboré son propre agenda en matière de recherche et donc qui accorde des financements sur la base de ces appels à projets-là. Donc, l'appel 2023 est actuellement ouvert, notamment dans le domaine de l'électronique et des technologies qui sont associées. Donc, l'appel 2023 porte sur 9 grands thèmes que vous pouvez voir ici même. Ce sont en général des projets qui sont très ambitieux en termes de budget et en termes de taille de projet. Le plafond étant de 70 participants par projet et de 25 000 euros 25 millions d'euros de financement de la part de l'Union européenne. Ce sont donc des projets collaboratifs avec à minima 3 pays présents dans les consortiums. Cet appel à projet-là a la particularité de combiner à la fois un financement européen, donc qui va de 20 à 35% du budget selon la typologie des entreprises, combiné donc à un financement national propre à chaque pays. Ça signifie que chaque partenaire de chaque pays est financé par son propre dispositif de financement national. Et donc pour la France, on tombe dans le dispositif IDEMO Europe, dont Gérard avait déjà mentionné l'existence précédemment. Donc, il est indispensable de contacter la DGE et donc les points de contact national au sein du dispositif français avant tout dépôt d'un appel d'une candidature par un partenaire français. Donc, l'appel à projet KDT-JU est actuellement ouvert avec une date limite fixée au 3 mai pour la première étape, donc le projet Short Proposal et le dépôt de la proposition complète au 19 septembre de cette année. Voilà, autre appel à projet que l'on a identifié également et qui existe régulièrement, donc c'est les appels à projets binationaux. Donc, BPI France est associé avec son homologue espagnol CDTI pour la mise en place d'un appel à projet pour des partenariats innovants entre la France et l'Espagne. Donc, cet appel à projet binational, donc qui n'est pas européen au sens Union européenne, hein, mais qui est vraiment binational. C'est un programme qui vise à promouvoir et à soutenir financièrement des
des partenariats d'innovation entre les entreprises françaises et des entreprises espagnoles. Donc, il est ouvert à tout secteur dans le domaine de la recherche et du développement, avec un intérêt particulier sur 2 thèmes, donc le transport et ensuite les technologies agroalimentaires, énergétiques et environnementales. Donc, l'idée ici est de pouvoir permettre à des entreprises françaises d'accéder au marché espagnol avec une opportunité de développement d'une nouvelle offre en collaboration avec un partenaire espagnol. Donc, le consortium doit être composé à minima d'une entreprise espagnole et d'une entreprise française, donc start-up, PME ou ETI. Et l'entreprise française doit avoir un minima d'avoir au plus 2000 employés. Le financement des entreprises françaises s'effectue via BPI France, donc avec une avance remboursable de 50 000 à 3 millions d'euros dans la limite des fonds propres et sur un projet qui dure maximum 36 mois. Et il existe donc un fonds espagnol dédié similaire avec des conditions de financement propres à l'Espagne pour le partenaire espagnol. Donc les propositions sont à déposer jusqu'au 31 mai. Voilà donc pour le financement de l'innovation. Pour terminer ce webinaire, je vous rappelle aussi le dispositif de financement Cluster Exchange qui existe et au sein duquel le projet, le pôle SCS est associé via le projet européen Excite. Donc l'idée en fait ici est de proposer à nos adhérents des opportunités pour le financement de petites missions internationales via le financement de forfaits voyage qui vont de 530 à un peu plus de 1000 euros en fonction du pays d'accueil. Donc pour des missions qui ont lieu nécessairement à l'étranger, qui vont de 3 jours à 1 mois. Donc c'est ouvert donc aux PME, aux académiques, aux laboratoires ou aux organismes de soutien de soutien des PME, donc type incubateur, accélérateur ou société de conseil, mais il est important d'être adhérent d'un pôle pour pouvoir bénéficier de ce dispositif. Donc le forfait voyage est destiné donc à ce type d'organisme. Il faut que les missions durent à minimum 3 jours, donc de 3 à 5 jours. L'entreprise bénéficie à ce moment-là de 50% du forfait voyage. Et si c'est plus de 5 jours, ce sera 100% du forfait voyage, donc de 500 à 1000 euros en fonction de la destination. Donc une entreprise peut être soit positionnée comme visiteur et à ce moment-là bénéficier du forfait voyage, mais peut également se positionner comme host, donc accueillir en fait une délégation, une ou plusieurs entreprises qui elles-mêmes auraient à ce moment-là accès à ce forfait voyage, notamment par exemple pour augmenter la visibilité à l'international, pour inviter des experts sur une période donnée au sein de vos locaux et également pour développer votre portefeuille de contacts. Nous, au sein du pôle SCS, en tant que partenaire du projet Excite, on peut également vous accompagner pour monter votre programme pour une délégation. Si vous souhaitez par exemple rendre visite à des entreprises à l'étranger ou bien accueillir une délégation, on peut vous aider à monter votre programme, à trouver des partenaires, donc en tant que visiteur ou en tant que host, et on se charge également du montage du dossier administratif pour bénéficier de cet accompagnement et de ce soutien de ce forfait voyage. Donc à ce titre, le pôle SCS a déjà organisé plusieurs missions, notamment l'année dernière. Nous avons accueilli une mission à Sophia Antipolis dans le domaine de la mobilité. Donc au mois d'octobre, et nous avons également monté une mission à destination du Bade-Württemberg en Allemagne dans le domaine de la mobilité et du véhicule électrique. Et 4 de nos adhérents ont pu se rendre donc en Allemagne pour découvrir l'écosystème allemand associé au cluster allemand e-mobile. Donc sur 2023, nous allons organiser une nouvelle mission qui sera cette fois-ci toujours à destination de l'Allemagne, qui est une destination importante et pertinente pour nos adhérents. Et cette fois-ci dans le land de Saxe, donc à Dresde, associé au cluster allemand Silicon Saxony, avec lequel nous travaillons de façon très régulièrement, qui est donc en fait un écosystème très riche et très connu dans le domaine de la microélectronique. Et donc cette mission aura lieu du 20 au 22 juin. Donc Silicon Saxony sera donc l'hébergeur, le host de cette mission-là. Et les adhérents du pôle SCS ou tout autre adhérent d'un pôle en Europe peuvent faire partie de la délégation. Et à ce moment-là, pour l'Allemagne, étant donné que la mission dure moins de 5 jours, en l'occurrence, ça durera 3 jours,
les partenaires, les entités qui souhaitent se joindre à la délégation seront éligibles à un financement à hauteur de 415 €, donc le remboursement d'une partie des frais de déplacement. Cette mission-là sera en fait adossée à l'événement phare du cluster allemand, donc ce qui s'appelle le Silicon Saxony Days, qui prend sous la forme d'une grande conférence dans le domaine de la microélectronique, donc à l'aéroport de Dresde, le 21 juin, avec des sessions de matchmaking. Donc c'est particulièrement pertinent si le marché de la microélectronique et des technologies associées en Allemagne vous intéresse. C'est un événement important qui rassemble de l'ordre de 400 participants tous les ans. Pour les entités qui souhaitent y participer, il est toujours possible également de vous positionner en tant que speaker afin de pouvoir présenter éventuellement vos avancées technologiques, vos entreprises, vos innovations scientifiques. Et si vous participez en tant que speaker, vous avez d'ailleurs une invitation gratuite qui vous est proposée à cet événement-là. Vous voyez ici les thèmes qui sont proposés, donc n'hésitez pas à nous contacter si cela vous intéresse. Adossé donc le 3e jour de la visite, le jour précédent et le dernier jour, seront adossés donc des visites d'écosystèmes. Le programme est en cours d'élaboration, mais voici le type de laboratoire, d'accélérateur, d'usines qui pourront être visités lors de cette mission avec la délégation qui sera formée par le consortium Excite. Voilà. Et voici ensuite donc les conditions si vous souhaitez joindre de façon plus générale cet événement, le Silicon Saxony Days. Et donc je vous rappelle, vous pouvez bénéficier d'une entrée gratuite si vous êtes enregistré en tant que speaker, et l'appel à speaker est actuellement ouvert. Donc voilà pour les dispositifs Excite et pour les missions internationales. De façon générale, le cluster Silicon Saxony ainsi que tous les clusters que vous voyez ici font partie du réseau qu'SCS a établi, avec donc ce sont plus de 40 pôles et clusters au niveau européen, qui sont soit des pôles marchés ou des pôles technologiques, avec lesquels nous avons établi des relations de confiance et de long terme. Donc, grâce à ce réseau actif, nous avons également la possibilité de vous accompagner si vous êtes en recherche de partenaires, que ce soit des partenaires business ou des partenaires innovation. Donc, nous pouvons activer ce réseau-là si vous cherchez, si vous avez une recherche de partenaires très particulière. N'hésitez pas à nous contacter. Ce réseau-là repose effectivement sur l'Alliance Silicon Europe dont je vous parlais tout à l'heure, et également sur le réseau Ensure collaboratif dans le domaine de la sécurité et de la sûreté. Voilà, pour terminer ce webinaire, je vous rappelle l'offre d'accompagnement permanente que l'on a. Donc, si vous souhaitez vous mobiliser sur les financements européens, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons une offre d'accompagnement permanente pour vous aider à la rédaction de vos dossiers de candidature, donc avec le cabinet Inextinso. De façon plus générale, vous pouvez également nous contacter si vous souhaitez, si vous avez une idée de projet, mais que vous n'êtes pas sûr du bon guichet, vous pouvez me contacter pour qu'on puisse voir avec vous quels sont les meilleurs guichets de financement qui sont ouverts actuellement ou bien qui pourraient être ouverts dans un futur proche. Cela fait partie de l'accompagnement que SCS mène auprès de ses adhérents. Voilà. Donc, voici mon contact si vous voulez revenir vers moi pour ces éléments-là, ces appels à projets ou toute autre idée de projet. Et s'il existe des questions, Nadira, je suis prête à les prendre maintenant ou bien les prendre plus tard si des questions viennent par email de façon un peu plus tardive. Merci beaucoup, Marielle. Le timing est parfait. Concernant des questions, je n'en ai pas pour le moment. Donc, si vous avez des questions qui vous viennent entre-temps, n'hésitez pas à contacter Marielle sur son mail. Vous aurez les slides qui vous seront communiqués au plus tard demain dans la matinée. Merci à toutes et tous pour votre participation. Merci de rester connectés encore une petite minute à la fin de ce webinaire pour pouvoir répondre à notre enquête de satisfaction qui va s'afficher à votre écran. Je vous rappelle juste notre prochain événement en physique, donc le SCS PME Tour DGA qui aura lieu le 6 avril sur Aix-en-Provence. Si vous souhaitez échanger avec les experts IoT et Data Analytics du ministère des Armées pour booster vos innovations sur le marché de la défense, vous pouvez vous inscrire donc, auprès de moi-même, donc Nadira Lepagno. Vous avez mon adresse mail également sur les slides. Nous vous souhaitons à tous et à toutes une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.